Vous suivez WAP Info TV, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro d'actualité à la une ce soir. En Suisse, une avancée avec le pourparlers entre Kinshasa et l'AFC en 23. Au terme du 9e round des négociations, les deux parties ont signé ce mercredi un mémorandum d'attente destiné à renforcer les mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Un dispositif élargi, incluant désormais les officiers du mouvement rebelle, en appui accru de la MONUSCO, vise à améliorer les suivis sur le terrain. Au terme du 9e round des négociations directes entre les gouvernements congolais et l'AFC M23, les deux parties ont signé ce mercredi un mémorandum d'attente marquant une avancée technique dans le suivi du cessez-le-feu. Le mémorandum porte principalement sur les renforcements du mécanisme de vérification et de monitoring du cessez-le-feu. Concrètement, le Expanded Joint Verification Mechanism de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs évolue en EJVM+. L'AFC M23 pourra désormais déployer ses propres officiers au sein des équipes de vérification. Ces dispositifs renforcés travailleront en étroite collaboration avec la MONUSCO pour surveiller les zones sensibles, notamment autour d'Ouvira au Sud Kivu, où les mouvements avaient progressé avant de se retirer unilatéralement dans un geste de confiance. Cet accord de mémorandum est présenté comme une mesure concrète pour renforcer la confiance entre les parties et améliorer le suivi des engagements déjà pris lors des rounds précédents à Doha. Parallèlement, l'AFC M23 a signé un accord séparé avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR le week-end dernier, portant sur les transferts et la libération des militaires congolais détenus par les mouvements. Ces prisonniers seront remis au CICR avant d'être confiés aux autorités de Kinshasa. Les pourparlers devraient initialement s'achever ce mercredi 15 avril, mais des sources évoquent une possible prolongation en fait d'aborder d'autres questions plus substantielles: désarmement, intégration politique, protection des civils et stabilisation durable. Pour l'heure, aucune avancée majeure n'a été annoncée sur les aspects politiques ou militaires les plus sensibles. Les résultats complets de cette session devraient être communiqués dans les prochains jours. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et le chef de la MONUSCO, James Swan, ont échangé lundi dernier sur la mise en œuvre du cessez-le-feu dans l'est du pays. Entre renforcement du mandat onusien et nouveaux partenariats, il s'est ensuite entretenu avec la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner, concernant le mandat de la MONUSCO. Les précisions dans cet élément. Un nouveau cap semble se dessiner dans la coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations unies. Lundi, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu de nouveaux représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, pour un premier échange stratégique axé sur les priorités sécuritaires du pays. Au cœur des discussions, la mise en œuvre du nouveau mandat confié à la mission onusienne par le Conseil de sécurité, notamment à travers les résolutions 2808 et 2773. Ces textes renforcent le rôle opérationnel de la MONUSCO dans l'accompagnement des autorités congolaises, en particulier pour garantir l'application effective du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu négocié à Washington et Doha. L'objectif affiché est clair: consolider la paix et rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national encore fragilisé par les défis sécuritaires persistants. Dans la foulée de cette rencontre, une nouvelle étape a été franchie mardi 14 avril à Kinshasa. Les chefs de la MONUSCO et la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, ont officialisé un partenariat destiné à améliorer la coordination des réponses face aux crises sécuritaires et humanitaires. Ces rapprochements marquent une volonté commune de renforcer l'efficacité des actions sur le terrain dans un contexte où la stabilisation de la RDC demeure une priorité régionale et internationale. Massacre à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation continue d'alarmer. À l'Assemblée nationale, le député national Gratien Iratiané a vivement interpellé l'opinion nationale et internationale, appelant à placer la protection des vies humaines au-dessus des intérêts matériels. Privilégiant la vie aux richesses, a-t-il martelé. Suivez ses propos. Je voudrais rappeler à l'Assemblée plénière que les morts à Ituri et dans le Nord Kivu souvent passent inaperçus.
Les chiffres aujourd'hui sont minimisés. Je vais vous donner l'exemple en fait des derniers massacres que nous avons connus dans les territoires de Mambasa, où les pays étaient plus préoccupés à célébrer notre qualification. Je salue les léopards en passant. Mais à ce moment-là, il y avait les deuils à l'Est. Plus de 70 personnes massacrées, tuées. Et notre chaîne nationale, la RTNC, ne diffuse même pas une information de ce genre, honorable président. Honorable président, le pays appartient à tous les Congolais. Les Congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tous ont besoin de savoir le niveau de souffrance que nous sommes en train d'endurer à l'est. Et donc c'est la chaîne nationale qui doit nous aider à publier les informations. C'est très important, honorable président. Et c'est important aussi qu'il y ait quand même des deuils nationaux lorsque 60 personnes sont égorgées, lorsque 70 personnes sont massacrées, tuées. Il faut quand même qu'il y ait des gestes de compassion pour ces peuples qui souffrent. Honorable président, de janvier jusqu'à ce jour, jusqu'au 13 avril que nous sommes en train de parler, que nous avons ces papiers en main, on est à plus de 700 morts dans la province de l'Ituri. Au Nord Kivu, on dépasse le seuil de 1000 morts. Mais c'est différent de le savoir parce qu'il n'y a pas de communication au niveau national. Les lignes bougent sur le front diplomatique du conflit entre la RDC et le Rwanda, alors que Kinshasa et l'AFC-M23 poursuivent leurs négociations ont montré les États-Unis intensifient leur implication et appellent les Nations Unies à redoubler d'efforts pour favoriser la désescalade. En Suisse, l'émissaire américain Massad Boulos a plaidé pour une responsabilisation des auteurs des crimes et un renforcement du rôle onusien dans la protection des civils. Les détails de cet élément. Au moment où le gouvernement congolais et l'AFC M23 sont en plein pour parler à Montreux pour trouver une solution diplomatique à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les États-Unis continuent de mobiliser différents partenaires pour plus d'implication. Présent en Suisse en qualité de médiateur, l'ambassadeur des États-Unis en Afrique, Massad Boulos, s'est entretenu avec Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, par rapport aux mesures de désescalade en RDC. Nous avons échangé sur la nécessité urgente de faire progresser les efforts de désescalade en RDC et de soutenir une trêve humanitaire au Soudan tout en prenant en compte les implications régionales plus larges de ces crises, a confié Massad Boulos au sortir de cet entretien. Lui dont l'investissement dans le 9e round des négociations entre Kinshasa et l'AFC M23 est passé de celui d'un simple observateur à celui des médiateurs directs. Les États-Unis, qui veulent être au cœur des pourparlers entre les deux parties en conflit, ont également exprimé les vœux de voir les auteurs des crimes répondre de leurs actes. J'ai salué l'engagement continu du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et son rôle essentiel en matière de suivi, de rapport, de promotion, de la responsabilisation. Il demeure essentiel de veiller à ce que les acteurs d'atrocités soient tenus responsables et que tous les efforts contribuent à une paix durable, à la stabilité et à la protection des civils, a poursuivi l'émissaire de Donald Trump en Afrique. Pendant ces temps, les délégations de l'AFC M23 et de Kinshasa viennent de signer un nouveau mémorandum d'entente sur les mécanismes de vérification et de monitoring du cessez-le-feu au Kivu. Un nouveau protocole d'accord qui vient s'ajouter à ceux déjà signés mais qui peinent à se matérialiser sur les terrains. Les tensions politiques s'intensifient en République démocratique du Congo. À Kinshasa, des acteurs de la société civile montent au créneau pour dénoncer une tentative de déstabilisation des institutions visant notamment les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacques Sabani. Ils interpellent directement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de mettre fin à ce qu'ils qualifient de manœuvre orchestrée par un cartel impliquant certains députés nationaux. Suivez leur déclaration. De la société civile du Nord Kivu, face à la déstabilisation programmée de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Sabani Luko. Nous, acteurs de la société civile du Nord Kivu, appelons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre des mesures urgentes pour stopper la déstabilisation programmée des institutions de la République et leurs animateurs en se servant de certains députés nationaux. En effet, c'est avec stupéfaction
et profond étonnement que nous avons lu à travers les réseaux sociaux la lettre numéro bar référence 031 bar ASN bar CAP bar YSL bar 04 bar 2026 du 13 avril 2026 portant transmission de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, émanant de l'honorable député national Yango Tikala Senga Ladi et adressé à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Loin de s'opposer aux missions constitutionnelles dévolues aux parlementaires, notamment les contrôles de l'exécutif, mais il y a lieu de s'interroger sur la grande vitesse avec laquelle cette correspondance a circulé dans les réseaux sociaux, les tapages médiatiques et relatifs, la motivation de cette initiative pendant cette période délicate d'agression de la RDC par les Rwandais à travers l'occupation de certaines entités des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, zone d'origine du vice-premier ministre cité Soupra. S'agit-il d'un plan savamment monté de matraquer partout les fils et filles du Nord Kivu, pourchassés par l'ADF MTM au nord de la province? Les Rwandais au sud et certains députés nationaux traquent les nôtres dans les institutions de la République. Nous méritons la solidarité et non la déstabilisation. Le contraire serait le jeu de l'agresseur. La représentativité des 4 zones linguistiques du pays dans les institutions de la République doit être garantie pour préserver la cohésion nationale. Ici est de souligner que depuis l'avènement de Maître Jacquemain Chabani Louko à la tête du ministère susmentionné, plusieurs réformes ont été engagées pour améliorer la sécurité, entre autres. Création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, la loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise, le projet pilote de construction de 240 commissariats de la police nationale congolaise à Kinshasa, la résolution des conflits intercommunautaires entre Mbole et Lengola à Kisangani, réhabilitation de l'école de la police de Kapalata, 8057 présumés criminels Koulouna arrêtés à travers l'opération Ndobo, dotation de 389 véhicules à la police nationale congolaise, etc. Déstabiliser le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, c'est freiner ses efforts louables de renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services de sécurité et de la gouvernance locale. Pour la préservation de la paix, la cohésion nationale, demandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de veiller sur la stabilité des institutions et leurs animateurs, et spécialement les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Au président de l'Assemblée nationale de veiller pour que l'ennemi de notre pays ne passe pas par les députés nationaux pour déstabiliser les animateurs clés de l'exécutif et de rappeler les députés nationaux à bien réfléchir sur les actions à mener pendant cette période dure de la guerre. À l'honorable député national Yango Tikala Senga Ladi et ses collègues de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en retirant sa motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, car le moment n'est pas favorable à cette initiative. En mission dans les Grands Kasaï, la vice-ministre de l'Intérieur, Ageni Tchelakamba, a créé la polémique à Kananga lors d'un meeting de soutien à la révision constitutionnelle. Devant une foule de sympathisants, elle a plaidé pour que ce processus se tienne dans la ville, tout en appelant au maintien au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi, invoquant notamment la qualification de Léopard à la Coupe du Monde. Suivez ses propos à Lingala. Constitution
Sumioy. Basola ni baka jimbele mamo ba bi mana papo. Ba tu boss ba Kasai Central ba tu ba kunya ji ibu munye ji jumwe. Ba tu ba munye. Ah, constitution de l'Unabu ba tu ba mwanze la panye mukana ni. Yo pa di shuma yo ba shikumana. Tu cha muni cha kuno maka bijwani. Changement wa constitution wetu. Ana pasa la panye. Est-ce que vous m'avez dit que Félix Antoine qui s'est sur le Moujou à Béouane? Mais tu me suis vraiment peuple, si vous n'avez même population signée, si vous avez un vote, votre Dieu m'a dit constitution de la elle a émis le rôle de la constitution à changer. Les confessions religieuses haussent le ton face aux réformes électorales en débat. À Kinshasa, elles alertent sur un risque de politisation de la Commission électorale nationale indépendante après l'opposition du député Meshak Mandefou Mouela. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, elles appellent le Parlement à garantir l'indépendance du processus électoral. Suivez. Les chefs des confessions religieuses membres de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont suivi avec intérêt les déclarations de l'honorable député national Meshak Mandefou Mouela Meshak après le dépôt de deux propositions de loi. La première proposition de loi modifiant et complétant la loi 006 du 9 mars 2006 et la deuxième, la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique 010/013 telle que modifiée et complétée à ce jour. Les chefs des confessions religieuses saluent l'initiative de l'honorable Mandefou et les innovations proposées pour renforcer les processus démocratiques, la transparence et la crédibilité des élections dans notre pays. En attendant de revenir avec des analyses plus approfondies, après lecture des textes complets de ces propositions de loi, les chefs de confessions religieuses tiennent à relever, pour ceux qui l'ont oublié, que la Commission électorale nationale indépendante CENI est jusqu'à nouvel ordre l'une des institutions citoyennes d'appui à la démocratie au même titre que la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, toutes instituées par la Constitution en vigueur. De ce fait, confier la désignation du président d'une telle institution à l'Assemblée nationale pose plusieurs problèmes qu'il faut nécessairement éviter. 1. La politisation d'une institution citoyenne dont la crédibilité et l'indépendance ont encore et toujours besoin d'être renforcées du fait même de la présence massive de politiques en son sein. 2. Le conflit d'intérêts évident qui découlerait de la désignation des membres de la centrale électorale par les députés nationaux, eux-mêmes futurs candidats au prochain scrutin. 3. Un rétrécissement de l'espace de participation des différentes couches sociales intervenant dans la désignation des membres de la CENI par la récupération d'un domaine réservé aux citoyens. 4. Les 2 poids, 2 mesures par rapport à la désignation des membres de la CNDH et du CESAC où, en cas de l'application du même principe,
un gravissime déni de démocratie. 5. Un recul démocratique par mimétisme de l'expérience de 2011, ayant délibérément violé le caractère d'institution citoyenne de la CENI, avec comme conséquence la débâcle électorale qui s'en est suivie. 6. La mise en mal de l'éthique électorale par la gestion exclusive des élections par les seuls politiciens, enclins à des compromis lorsqu'il s'agit de se partager le poste. L'absence des délégués de la société civile qui ne présentent pas de liste électorale au scrutin enlève au processus électoral le seul mécanisme interne de légitimation et la garantie de son indépendance. Dans le Haut-Katanga, le membre du gouvernement provincial Martin Kazembe I passe à l'étape du renforcement des capacités. Nouvellement investi, ces ministres prennent part à une session de formation organisée par la fonction publique provinciale afin de mieux s'approprier leur mission et améliorer la gouvernance. Reportage. Cette 77e formation des membres du gouvernement Kazembe I est une initiative personnelle de l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula, organisée par la direction de la fonction publique provinciale dans la salle de banquet du gouvernorat. Cette formation a pour objectif principal de renforcer les capacités de nouveaux membres du gouvernement provincial afin de leur doter du profil requis pour assumer valablement les responsabilités qui sont désormais les leurs. 7 modules vont caractériser ce séminaire, dont les devoirs et obligations protocolaires, le code de conduite de l'agent public, la connaissance de la fonction publique provinciale, ainsi que le mandat et les missions des services provinciaux. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui a lancé cette session de formation, a appelé les ministres au sens élevé de collaboration, du devoir et de la dignité, indiquant qu'à travers cet atelier de formation, le Haut-Katanga se range ainsi dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'articule autour de 6 piliers définis. Il était temps que l'exécutif provincial organise un cadre pour le renforcement des capacités de ses membres récemment mis en place. C'est une belle occasion pour moi de réitérer mes félicitations et de souhaiter un futur mandat aux élèves promis ici présents. La province du Haut-Katanga s'est alignée sur la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai rendu les hommages les plus déférents. Cette vision, qui s'articule autour de 6 piliers, a la mission, en résumé, de protéger le pouvoir d'achat du peuple, d'assurer la sécurité du territoire et de la population, de diversifier l'économie, de garantir l'accès aux services de base en matière de santé et d'enseignement, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer l'environnement de manière durable et responsable. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs exhorté ses interlocuteurs à l'assiduité à toutes les séances inscrites au programme en insistant sur la responsabilité de chacun à donner le meilleur de lui-même. Il faut noter que cette session de formation des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga va se clôturer le mardi 21 avril 2026. Vous aviez été au rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ces nouveaux numéros d'actualité et merci de liker, commenter et partager. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Rendez-vous prochain numéro.